Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est on construit en réalité tout simplement le paradis terrestre, comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus d'évolution par antagonisme, par guerre, par compétition féroce, en se mettant des bâtons dans les roues pour empêcher l'autre d'évoluer plus vite, avec sous la contrainte et la domination des pulsions de type domination-subordination, jalousie, voilà, toutes ces pulsions qui posent un problème à la société. Le fait de dépasser aussi, de soigner totalement les pathologies inhérentes à la transformation d'un primate naturel, le primate que nous étions à l'origine, en humain abouti. Cette transformation a engendré des pathologies, justement parce qu'il fallait contraindre nos pulsions, notre désir d'abuser autrui, notre désir de nous affirmer aux dépens de nos congénères, le désir de prédation, le désir qu'on tienne de nos origines primates. Et donc, le fait de les contraindre ou de trouver le moyen de les contourner, les contraindre, c'est la névrose, en fait, c'est le fait de s'interdire, de se faire plutôt du mal à soi-même que de le faire à autrui. Et le fait de contourner, de trouver le moyen d'abuser autrui sans se faire prendre, c'est pour moi le narcissisme. C'est comme ça que je le schématise. Et puis le moyen d'abuser autrui en s'en foutant d'être pris, même d'aller en prison, etc., d'accepter le châtiment qui va avec, c'est les psychopathologies. Voilà ce système-là. Bon, voilà comment je schématise les choses. C'est secondaire. Donc, il n'y a plus ces pathologies dans cet état de perfection. Alors, cet état de perfection, évidemment, il concerne les siècles futurs. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on n'est pas loin on a tout nous montre qu'on va vers cette unification, vers cette unité, vers le fait que on commence à travailler, à prendre conscience de notre impact négatif sur la planète, donc de pouvoir y remédier. Et c'est clair que dans un siècle, on aura dépassé les énergies fossiles, même si encore les prédateurs cherchent à tenir et à gagner encore de l'argent dessus, du pouvoir. Voilà, l'argent, c'est le pouvoir, de la domination. Donc, c'est pour ça que le changement ne se fait pas rapidement, mais il se fait à son allure, voilà. Et donc, mais dans un siècle, on aura dépassé ça, on sera, je pense, déjà facilement en 2020-2030, on sera facilement dans un système totalement écologique, un système qui n'a plus d'impact sur la planète, etc. Bon, voilà, par exemple. On voit qu'on a fait aussi toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc., etc. Donc, globalement, on a déjà toutes les structures pour fonctionner universellement. Donc, on fonctionnera universellement. Elles finiront par être en bonne santé. Là, elles sont abusées par d'autres dominants, les États-Unis, les Chinois, etc., abusent de ces structures au détriment des autres, puisque c'est des structures normalement universelles. L'Organisation des Nations Unies, s'il était vraiment libéré des contraintes des États-Unis, par exemple, il ne laisserait pas ces enfants se bagarrer ensemble et se maltraiter comme ça se passe en Ukraine ou en Israël. Donc,
Voilà, ça c'est pour le principe, et on y va doucement, tranquillement, vers cet état de perfection. Si vous écoutez d'autres vidéos, vous finirez par comprendre ce que j'entends par perfection. Finalement, avec plusieurs vidéos, on arrive à se faire une idée de... Et puis même, voilà, c'est une fois que vous avez mis le pied à l'étrier de la possibilité de la perfection, ben, c'est facile de chacun y mettre comment il l'interprète. Globalement, on a tous à peu près les mêmes, dans la majorité, hein, je pense que 90% de la population mondiale, si on leur parle s'ils imaginent le paradis futur, peuvent en trouver un petit peu la substance en somme. Alors pour éclairer cette théorie, je m'appuie parfois un petit peu comme alibi sur des vidéos, sur des ah bah tiens, j'ai pas fini ça, sur des audios, sur des émissions, souvent sur France Culture, et des émissions de philosophie. Et là, j'ai commencé à faire plusieurs vidéos à partir de Hegel. Alors, c'est toute une vie, c'est une émission de France Culture. Hegel, une vie sous le signe de la Révolution. Il y a 3 intervenants, Jean-Pierre Lefebvre, Pierre Osmo, c'est celui qu'on écoute maintenant, c'est la 5e vidéo, la 6e, Antonio Negri. Alors, je lance la vidéo et puis, voilà, je digresse à partir de là. Question, parce que en réalité, on peut pas vraiment... je suis très consciente que vous pouvez pas y répondre, qu'il faudrait plusieurs années de cours, de travail sur le texte même de Hegel pour pouvoir répondre à ça. N'empêche que, est-ce qu'on peut, comme ça, aussi rapidement que l'est qu'un temps radiophonique imparti, est-ce qu'on peut donner comme ça des repères de ce qu'est ce fameux système hegelien? Oui, on pourrait essayer de mettre les choses en place à partir, voilà. À partir d'une réactualisation, précisément, de ce que, dans la scission, le philosophe expérimente. Un lecteur très attentif et très admirable de Hegel, je veux dire Kostas Papaioannou, a parfaitement résumé l'état de la question, si vous voulez, au moment où le système va se mettre en place. Dans le petit livre illustré de textes tous très pertinents, n'est-ce pas, qu'il a consacré à Hegel, c'est dans la collection Segers, Agora. Kostas Papaioannou rappelle que, au fond, il y a 4 rapports fondamentaux qui constituent l'objet de la réflexion hegelienne, les rapports entre Dieu et l'homme, Dieu et la nature, l'homme et la nature, et l'homme et l'homme. Et c'est tout cela que Hegel va essayer de réunir dans... Voilà, donc, finalement, Hegel, c'est une philosophie à système, de système. C'est un système, c'est tout un système. Il veut démontrer que l'humanité, que l'esprit évolue vers l'esprit absolu, vers son apothéose, la montée progressive vers un esprit supérieur. Et donc, il est obligé de tout englober. Il est obligé puisque l'esprit, c'est l'esprit dans la nature, c'est l'esprit dans l'homme, c'est l'esprit dans le divin, c'est l'esprit, voilà. Donc, il est obligé de tout prendre. Et la mécanique universelle, elle s'est construite par accident. Hein. J'ai écrit cette phrase de façon intuitive, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et je suis en plus autiste, donc je suis porteur d'un trouble autistique qui fait que je peux pas laisser les choses en suspens. Il faut que je les comprenne. C'est une catastrophe au niveau relationnel, hein, parce que j'ai besoin de tout comprendre, j'ai besoin qu'on m'explique tout, j'ai besoin, voilà, quand je suis en relation avec quelqu'un, je ne comprends pas le non-verbal, il faut m'expliquer les choses, voilà, je veux ça, c'est comme ça, etc., etc. Et je prends tout le verbal comme
comme si c'était une demande, par exemple. Je n'ai pas la subtilité de ces trucs-là. Mais par contre, pour la philosophie, eh ben, ça a été un avantage parce que quand j'ai écrit cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, j'ai voulu comprendre et j'ai plongé du jour au lendemain, j'ai tout abandonné le reste, je suis parti là-dedans et j'ai commencé à décortiquer. J'avais jamais fait de philosophie, j'avais aucune... j'ai pas fait d'études, j'ai pas voilà, je me suis arrêté en 6e de transition et donc je suis parti dans cette recherche pour comprendre ce que j'avais voulu, ce que j'avais dit à travers cette phrase-là. Et alors, ça a tout impliqué. Ça a impliqué de l'homme à l'humain, de l'animal à l'homme d'abord. Quelle est la place de la création là-dedans? Quelle est la place du vivant? Quelle est la place de l'animal? D'où nous venons, etc. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Que cet état de sensation qu'on ressent, etc. Pourquoi il y a le mal? Pourquoi est-ce que le monde est déterminé ou il y a du hasard? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que c'est que la mort, etc., etc. Donc il a fallu que je décortique tout. Et je pense que pour Hegel, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est en mieux, quoi, bien sûr. Une construction intégrant tous ces rapports dans un ordre des raisons qu'il va complètement réinventer, qui constituera finalement le droit fil de ce qui va venir s'achever dans une encyclopédie, l'encyclopédie étant elle-même le tour de la question de toutes ces séparations telles qu'elles pourront être enfin surmontées et unifiées dans le travail de la pensée, dans une même raison. Alors de ce point de vue, il s'agit bien de réconcilier Dieu et les hommes, de réconcilier la religion, la politique, les arts, de réconcilier, et c'est là qu'on entre alors dans les vues à proprement parler du système, de réconcilier ce qui au fond s'est trouvé fondamentalement séparé pour le philosophe. La subjectivité d'un côté, l'objectivité de l'autre. Ce que nous avons appelé la positivité tout à l'heure, c'est l'objectivité rendue elle-même absolue face à la subjectivité retranchée dans sa propre absoluté. C'est dehors-dedans. C'est, voilà, c'est l'opposition en même temps, n'est-ce pas, du dehors, tel qu'il se constitue comme une immense contrainte, et puis le dedans, tel qu'il se constitue comme un immense désir impossible à assouvir. Et le drame ou le malheur de la conscience, c'est ça, cet abîme entre un désir propre à l'intériorité et d'autre part, une immense contrainte propre à l'extériorité. Voilà, et ça c'est quand même vraiment incroyable quand on y pense. Comment? Alors pour résoudre ça, ben, c'est ce que, quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, cette perfection c'est la résolution de cette contrainte extérieure et intérieure. Extérieure, dans la mesure où il faudra avoir géré l'ensemble de tout ce qui nous empêche d'être dans un état d'extase, d'être en contemplation permanente, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des prédateurs, les caprices du climat, etc., etc., tout un tas de choses. Les autres, autrui, l'homme qui peut représenter un danger pour nous, avec lequel il faut se confronter, comme Sartre le dit, le truc c'est l'autre, bon bref, voilà. C'est donc arriver à faire que l'autre soit non pas un loup pour l'homme, mais un agneau pour l'homme, mais l'ensemble des autres, hein. C'est-à-dire que l'humanité, elle évolue dans sa totalité. C'est pour ça que c'est pas un petit groupe humain, une élite qui atteindrait la perfection, et puis les autres qui seraient, comme on le voit dans certains films de science-fiction, où on voit des soleils verts ou des choses comme ça, je me souviens plus. Je suis pas très calé là-dedans, mais bon, on voit des sortes d'élites qui sont là, et puis un monde qui est affamé tout autour. Non, ça pourra jamais marcher. Donc c'est pour ça qu'on résout progressivement les choses. Et il n'y aura pas une dictature totale
une dictature voilà, d'un petit nombre sur les autres. C'est impossible. Même si elle s'impose pour quelques décennies, ça peut arriver, hein. On n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça. Mais les dictatures, elles n'ont jamais tenu. C'est pas ça qui a fait le principe de l'évolution de l'humanité. Voilà, ben, la dictature de Pinochet, elle a sauté. La dictature du prolétariat, elle a sauté. La dictature des nazis, elle a sauté. Elle a tenu 10 ans, combien, 20 ans peut-être. Mais voilà, ça saute. C'est pas ça qui fait le lien. Donc, c'est juste des moteurs par le mal de l'évolution de l'humanité. C'est tout. Donc, il y aura cette contrainte qui sera écartée. Mais il faut aussi l'intériorité, c'est-à-dire le subjectif, le sujet. Eh bien, nous, il faudra résoudre, et l'humanité y parviendra, à résoudre toutes les pathologies qui sont inhérentes à la transformation d'un primate naturel que nous étions, un chimpanzé en gros, avec des comportements. Il n'y a pas d'image négative hein, de nos cousins singes, hein, parce qu'ils sont au top niveau pour ce qu'ils sont. Mais simplement, nous, on s'est extrait des lois de la nature pour créer les lois de la culture. Et à partir de là, on a investi, on a été soumis à des pathologies qui sont inhérentes à cette évolution. Et bien ça, il faudra les régler donc pour atteindre cet état de zénitude absolue, pour atteindre l'extase en réalité. Et l'extase, c'est la fin de l'antagonisme, de tout antagonisme, quoi. Quand on est dans un état d'extase, déjà, quand on est dans un état d'extase, pour avoir expérimenté cet état-là, même dans le monde était ce qu'il est, hein, c'est-à-dire il est pas simple à vivre. Bon, j'étais dans un endroit tranquille, etc. Ça a duré une semaine, cet état d'extase que j'ai expérimenté, un petit peu après avoir créé les bases de la mécanique universelle. Mais l'extérieur, on est réconcilié. J'ai eu des petites choses un peu que j'aurais vécu comme une agression avant, et que là j'ai vécu comme que de l'amour, parce que dans l'état d'extase on ne vit que de l'amour, on transforme tout en amour, quoi. On n'a plus aucune crainte. Donc s'il y a quelque chose qui vient vers vous avec quelque chose pour rouler les épaules, on s'en fout, quoi. On le voit même pas. C'est un état où ça glisse, tout glisse dessus. Et c'est pour ça que très certainement les premiers chrétiens qui rentraient dans les arènes et qui étaient certainement en état d'extase pour la plupart, ou certains, même à ce niveau-là, déjà, il n'y a plus aucune crainte de la mort, mais en plus, les animaux le ressentent. Et ça, j'en ai fait l'expérience dans cet état-là. Les animaux sentent cet état, quoi. Donc, il y a quelque chose qui les apaise, comme ça apaise les autres, ça apaise les hommes, ça apaise tout, quoi. Voilà. Mais globalement, il faut résoudre les problèmes extérieurs. Et c'est pour ça que sur la mécanique universelle, ça c'est vraiment incroyable, parce que je ne connais pas l'œuvre de Hegel. Hein. Je la connais qu'en picorant comme ça. Cette émission, je ne l'ai pas écoutée. Je la découvre en même temps qu'on discute. Et j'écris donc les 3 grands chantiers de l'humanité sont la maîtrise progressive du comportement, donc de maîtriser l'homme et donc enlever nos pathologies, la maîtrise progressive de l'environnement, donc ce qui vient de l'extérieur, et la maîtrise progressive du questionnement. C'est pareil que la maîtrise du comportement. C'est pour le sujet, c'est-à-dire pour ne plus avoir l'angoisse de qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a plus un Dieu après? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a du divin? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Tout ça, on résoudra les problèmes. On saura ce qui se passe. On ne saura pas ce qui se passe, mais on saura, on aura résolu ces problèmes-là. Savoir qu'est-ce que c'est qui a créé cet univers. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà. Reprenons.
Et si le système se met en place, c'est parce que Hegel prend conscience à partir d'un certain moment que tout se joue en réalité dans une scission, qui est celle-là totalement inévitable parce qu'elle est constitutive tout simplement de la vérité autant que de la réalité. Cette scission, c'est celle de la pensée, disons du côté de la subjectivité, et celle de l'être, disons du côté de l'objectivité. Mais la pensée et l'être, lorsque Hegel comprendra que c'est de leur opposition qu'il faut partir, parce que cette opposition est en même temps une unité, tout va pouvoir se dérouler. Tout à fait. Alors, l'antagonisme, cette dualité, le fait d'avoir à résoudre ces problèmes dont je parle, l'extérieur et l'intérieur, c'est tout le travail qui nous permet d'évoluer vers la perfection. Donc, il n'y a pas à rejeter le fait qu'il y ait le bien et le mal. Le bien et le mal travaillent tous les deux pour le bien. L'antagonisme et la fraternité travaillent tous les deux pour le bien. Ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et les Chinois, ça travaille pour le bien, même si c'est comme ça. Ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et avec d'un côté poussé par l'Occident et de l'autre peut-être par les BRICS, ben c'est parfait pour l'humanité. C'est exactement ce qu'il faut qu'il se fasse, parce que si on passe par cette étape-là, c'est constitutif de l'humanité. C'est comme, ben moi j'ai dû passer par l'alcool, j'ai dû passer pour résoudre tout un tas de trucs, et c'était inhérent à mon évolution. J'aurais pas pu passer autrement que comme ça. Sinon, c'était un autre personnage qu'il aurait fallu être. Mais j'étais ce personnage-là avec des défaillances fondamentales et qui ne pouvaient se résoudre qu'à travers la drogue ou l'alcool ou voilà, ou la dépression, ou peu importe. Mais c'était pas possible autrement. Voilà. Les structures n'étaient pas là non plus pour gérer ça à cette époque-là. Ben, mon autisme, il a fallu que je l'apprenne maintenant. Je n'avais pas compris il n'a jamais été détecté en réalité. Voilà. Et donc, dans la vidéo précédente, je parlais de ce problème de l'alcool, d'un problème de joie qui a un peu disparu là. Malheureusement, quand je fais ces vidéos, je sens quelque chose de lourd. Et cette lourdeur, elle est très simple, c'est que après un an d'abstinence d'alcool, j'ai repris un petit peu l'alcool. Et dès que je bois un tout petit peu, c'est quelque chose de catastrophique pour moi. Je me sens très très mal, etc. Bon, je me plains pas, hein, c'est moi qui ai choisi de reprendre cette chose-là en pensant être plus fort que la mécanique, et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, je suis dans cette lourdeur, dans ce poids, dans le cerveau le manque bloque les neurones. J'ai la tête un peu comme dans un étau. Aujourd'hui, j'ai pas bu et je voudrais réarrêter. Donc, il y a 2-3 jours de difficile un petit peu quand on repart dans l'arrêt, et justement un peu avec cette pression comme ça mentale. Donc voilà, ça fait partie du truc, et c'est pour ça qu'il me manque un peu de joie, d'exaltation, et j'en suis confus, je suis désolé. Donc on continue. Comme un immense processus de la différenciation de soi, qui ne cessera pourtant d'être le processus d'une réunification avec soi. Voilà. C'est le prodige, en quelque sorte, que Hegel parvient à... La ruse de la raison, on pourrait dire. En partant de quoi? De l'être, pour faire apparaître progressivement que l'être dont il part n'est pas autre chose que la pensée elle-même. C'est ce qu'on appellera son idéalisme, c'est ce qu'il revendiquera lui-même comme son idéalisme. Mais il a absolument raison, il a 100% l'unité de l'être et de la pensée, c'est en fait ce qu'on appelle l'idée, ce que Hegel appelle lui-même l'idée. Mais l'idée, ce n'est pas quelque chose qui, comme chez Platon, est séparé des choses sensibles. L'idée est la même chose que la nature. Et l'encyclopédie progresse quand on passe de l'idée, qui est le terme ultime de la logique, de la science de la logique, c'est-à-dire en fait de la science de l'identité, de l'être et de la pensée, qui est en même temps la science de leur différence. Parce que
la grande idée de Hegel, Désolé. c'est que l'identité et la différence ne font qu'un. Ce qui l'autorise à parler de l'identité et de la différence. Ben, c'est ça, voilà. Tout est, cette ambiguïté, ce qui fait que là, je ne suis pas en état d'extase, par exemple. Il y a deux états particuliers, il y a deux états antagonistes, mais qui cohabitent dans la même personne. La possibilité de l'extase, l'état extatique, l'état de contemplation, l'état d'éveil, l'état de nirvana, et l'état ordinaire de conscience. Là, je suis dans l'état ordinaire de conscience. Dans 99% du temps, je suis là-dedans. Il n'y a que quand on est en état d'extase qu'on est hors de cette chose-là. Mais les deux états, donc cet état hyper réconcilié, cet état de dualité qui fait que mon ego s'oppose au monde, quoi. Hein. Mon ego se trouve distincte, se croit distincte de la nature, du monde, de Dieu, etc. Alors que non, dans l'état d'extase, l'ego n'y est plus et ma conscience comprend que je suis en fusion avec le tout. Et pourtant, ça cohabite dans le même être. On est tous porteurs de ça. Chaque être humain porte ces deux capacités. Voilà. Il y en a qui vont... L'expérience extatique, elle n'est pas si rare que ça. En réalité, c'est assez fréquent. Il y a des gens qui le font, qui tombent dans cet état-là par l'excès de sexe, par exemple, par un accident, par la mort imminente, par voilà, on voit le côté accidentel, c'est Pascal, par exemple, je crois, qui tombe de cheval. C'est Jean-Jacques Rousseau qui parle aussi de ça. Donc, on le fait, quoi. C'est assez... c'est pas rare, disons. Donc, cette réconciliation, elle est là, parce que les deux choses sont la même chose, en réalité. Deux opposés, on ne peut plus manifeste. Et c'est la pratique de Hegel que de rassembler les contraires en les produisant, de les réunir en les opposant. C'est sa pratique constante, c'est ce qu'il appellera sa méthode. Et ce qui anime cette méthode, c'est bien entendu le travail du négatif, qui est assumé précisément comme dialectique. C'est le sens précis de la dialectique chez Hegel, que ce travail du négatif, qui ne cesse de produire de l'unité, en différenciant une unité de départ en elle-même, mais pour la remplir de contenu. Et voilà comment le système se met progressivement en place grâce à la fécondité, on pourrait dire à la productivité de la méthode, c'est-à-dire de la raison qui se rapporte d'abord négativement à elle-même en se divisant contre elle-même. Le premier travail de division de la raison contre soi, c'est le travail de l'entendement. L'entendement qui ne cesse de séparer, mais qui offre ainsi à la raison la possibilité de réunir. C'est ça. Et lorsque la raison fait passer les contraires l'un... Donc oui, voilà, le travail de la conscience, c'est pour ça que tout est unité, parce que on ne peut pas être en état d'extase, parce que c'est-à-dire dans l'immédiat, dans le présent absolu, en contemplation, et c'est-à-dire le cerveau qui ne se projette plus sur le futur et qui fait pas référence au passé. On ne peut pas être dans cet état-là quand on construit le paradis pour nos futurs descendants, quand on construit l'humanité. On est obligé de ne pas être en extase en réalité. C'est une obligation constructrice. Et c'est-à-dire que là, je suis obligé je fais ces vidéos, mais je dois anticiper, je dois déjà être conscient qu'il y a le temps, conscient que j'ai déjà 29 minutes, c'est long, etc. Je sais que tout à l'heure, je dois aller rentrer des choses que j'ai laissées dehors. Je sais que, etc., demain matin, j'ai quelque chose à faire, etc., etc. Donc, mon cerveau se projette, il est constructeur. C'est pour ça que je dis, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. Et tout ça, c'est des phrases qui se sont faites toutes seules. Ça n'a pas été une analyse
universitaire. Ça s'est construit tout seul. L'homme constructeur, je ne sais pas pourquoi c'est venu dans mon esprit, mais c'est ça. C'est exactement ça. Nous sommes des hommes constructeurs. Et et dans le constructeur, il n'y a pas, on n'a pas accès à l'extase facilement. On peut, mais il faut sortir du constructeur. Il faut faire tout comme les moines zen, comme les soufis, c'est-à-dire vouer sa vie à cette chose-là, et puis à un certain moment, on va finir par atteindre cette extase. Mais c'est laborieux, c'est long, il faut contraindre le corps, etc. Il faut contraindre l'esprit, il faut... Voilà. Dans l'autre, ce qui va se produire pour finir, c'est l'identité de la différence, qui, pour Hegel, tout ça, c'est compliqué. Là, on rentre dans l'oméga ça. De la systématicité de l'être comme pensée et de la pensée comme être. Alors, cette identité de la différence, ça peut paraître très abstrait, mais c'est quelque chose que Hegel a commencé de mettre en place en fonction précisément de la prise de conscience du besoin philosophique. Et la prise de conscience du besoin philosophique, elle s'est faite très tôt. Elle s'est faite dès Berne, dès la critique de la religion, parce que la période de Berne, c'était essentiellement la critique du positivisme, si l'on peut dire, la positivité du religieux. Et ce que Hegel a essayé de mettre en place à partir d'un certain moment, de Berne à Francfort, c'était toute une solution des contradictions par l'amour, l'amour se présentant lui-même comme le lien du lien et du non-lien, selon une formule que Hegel a pratiquée pendant longtemps. Et le lien du lien et du non-lien, c'est ce qui est devenu de manière plus abstraite, mais plus fondamentale et plus radicale, l'identité de l'identité et de la différence. L'identité de l'identité et de la différence. L'identité et la différence font le lien et ça donne l'identité. En fait, voilà. C'est clair que c'est compliqué, mais ça revient exactement à ce que je fais avec la mécanique universelle. C'est exactement pareil. C'est une magnifique définition de l'amour, par ailleurs. Et c'est clair que c'est ça. On peut encore s'y rapporter avec profit. Tout à fait. Voilà donc le projet hegelien, qui ne peut pas se mettre en place autrement que dans une science de la logique, pour commencer, qui va se poursuivre dans une philosophie de la nature, et qui va s'achever lorsque la philosophie de la nature se ressaisit comme une philosophie de l'esprit, dans la mesure même où dans la nature, c'est l'esprit qui revient à soi après s'y être perdu, et il revient à soi, l'esprit, dans la nature, en prenant conscience que la nature n'est pas autre chose que la logique même, dont la science a reconstitué le nerf, la science de la logique, dont la science a reconstitué le nerf, et qui est le secret, pourrait-on dire, le secret de ce que la philosophie ne cesse de chercher, à se donner et à s'approprier. Le secret de la vérité, pour autant que la vérité est elle-même l'adéquation de la pensée et de l'être. L'adéquation de la pensée et de l'être. Mais la pensée, alors, c'est pas la pensée constructrice, parce que la vérité, il n'y a que dans l'extase qu'on est en contact avec la vérité. Mais après, on est au contact des petites vérités. Dans la conscience ordinaire, là, je peux toucher les petites vérités, des vérités, mais la vérité fondamentale, on y est dedans qu'à travers l'extase, et elle n'est plus verbale, elle est ressentie. On ressent qu'on est dans la vérité, on est en osmose avec le tout, et notre corps, notre organisme, notre esprit, mais pas un esprit inquisiteur ou analytique. Dans cet état d'extase, mon fils était venu me voir, je pouvais que le prendre dans mes bras et lui dire « Tout est parfait Antoine, tout est parfait. » J'arrivais pas à parler d'autre chose, et lui, il disait rien, il acceptait, il avait 16-17 ans à l'époque,
Il acceptait le truc, voilà, il m'a même pas dérangé en me disant mais qu'est-ce qui se passe, tu es où tu en es, ou j'en sais rien. Non, non, c'était très harmonieux. Enfin, bref. Et là, j'étais dans une sensation de vérité absolue, absolue, mais pas analytique. L'idée change de sens avec Hegel lorsque, loin que ce soit le signe de cette adéquation de la pensée et de l'être, elle est en tant que telle la même chose que la réalité. Voilà. Il n'y a plus de différence à faire chez Hegel entre la vérité et la réalité, parce que la science de la logique elle-même est, en tant que telle, la mise à jour de ce que Hegel appelle en allemand la Wirklichkeit, qu'on traduit désormais par l'effectivité, et où il faut voir justement ceci, c'est tout le secret de la chose, où il faut voir que le sujet est la même chose que l'objet. C'est ça. L'identité est la même chose que la différence. Tout est Le lien, réconcilié. la même chose que le non-lien, etc., etc. Où donc le travail du négatif a toujours pour issue de se nier lui-même en reconstituant dans la négativité elle-même le mal, les choses comme ça. Le sens profond de toute l'affaire, qui est de réunir, et je crois qu'il est très important de finir, si vous voulez, ce parcours que nous venons de faire, n'est-ce pas, sur l'essentiel, de réunir au bout du compte l'universel et le particulier. C'est ça. Mais c'est la fusion dans l'extase. Expérimentée dans la vie de tous les jours. La scission entre le privé et le public. C'est au bout du compte la même chose que la séparation de l'universel et du particulier. Si l'Allemagne est un pays qui n'est plus un État, c'est parce que les intérêts privés, les intérêts particuliers sont devenus totalement étrangers à l'intérêt commun. Il ne peut plus y avoir d'intérêt commun tant les intérêts particuliers dominent et règlent de leurs oppositions. Et on est dans ce principe-là. Précisément. On est dans ce principe à un autre niveau. À l'époque de Hegel, c'était pour se fédérer autour d'une nation, pour construire l'Allemagne, et donc les intérêts particuliers empêchaient de se fédérer. C'était l'égoïsme, en fait, le négatif, on pourrait dire. Et là, on est à un autre moment de l'unification, c'est l'unification universelle, ou même continentale, admettons, mais universelle, et c'est les intérêts particuliers qui empêchent cette unification universelle d'aboutir. Voilà, donc les intérêts particuliers, là, ceux des Américains qui veulent America First, ceux des Chinois qui veulent rendre la monnaie de la pièce à l'Occident, ceux de l'Afrique qui veulent sortir de toute la servitude que l'Occident leur a imposée, etc., etc. Et donc, ces intérêts particuliers empêchent de voir l'universel. Et pourtant, ça travaille pour l'universel. Voilà, c'est exactement la même chose à une autre période de l'évolution. Les rapports entre la religion et la politique, entre la politique et les arts, entre les arts et la philosophie, entre Dieu et l'homme et la nature, l'homme et l'homme, etc., etc. Alors, l'opposition de l'universel et du particulier, c'est l'opposition qu'il s'agit de surmonter dans la réalité elle-même. La théorie de l'état de Hegel, qui est si importante et qui a tellement fait couler d'encre, c'est la théorie précisément de l'unification de l'universel et du particulier dans la singularité du citoyen. Car la vérité ultime de la science de la logique, chez Hegel, en même temps que c'est l'idée, c'est aussi de produire cette pensée que l'universel et le particulier peuvent être très exactement la même chose, bien que radicalement opposés, dans la singularité. Si le singulier peut être à la fois la particularité de l'homme privé et l'universalité du citoyen, toutes les contradictions sont surmontées. Et c'est pourquoi il y a un impératif catégorique que l'on pourrait dire chez Hegel, qui est l'impératif de la pratique de la science de la logique lorsqu'on veut être philosophe, aux prises avec le besoin de la réconciliation, de la scission. C'est génial, bien entendu que c'est ça. Et ça,
ça devrait être même la base de tout philosophe. Et je pense que c'est la base de tous les grands philosophes, entre guillemets. Grands, il n'y a pas de grands et de petits, mais de tous les philosophes que l'humanité a retenus. C'est pas pour rien qu'elle retient Platon plutôt que les sophistes, qu'elle retient, je sais pas, enfin, on voit, par exemple, pour revenir à Michel Onfray, dans sa contre-histoire de la philosophie, je sais plus si ça s'appelle comme ça, il va dénicher des philosophes intéressants, mais qui sont en contradiction avec ce que va choisir l'humanité. Et l'humanité, elle ne se trompe pas quand elle choisit un Platon, c'est parce qu'il est il est pour l'universel. Si elle choisit un Spinoza, il est dans l'universel. Si elle choisit tous les grands spirituels qu'elle a choisis, les Avicenne, les Ibn Arabi, les, je sais pas, les pics de la Mirandole, les Confucius, etc. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une vision de l'universel et de la réconciliation. Voilà. Et c'est pour ça que c'est être quasiment, pour moi, être anti-philosophe que de préconiser le nationalisme, que de préconiser quelque chose, l'antagonisme aujourd'hui. On ne peut pas, si on n'est pas universel là, alors que tout se prête à cette conclusion, c'est curieux, quoi. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Vous pensez que si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, si vous pensez que c'est important que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle réalise inconsciemment, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, et tout ça augmente la visibilité de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute silencieuse et de vos commentaires parfois. Merci beaucoup.